Vitesse d'une réaction chimique. Évolution d'un système contenant des ions iodure et peroxo du sulfate. 1.1. Étude expérimentale. Expérience. Dans un bécher, on verse 50 ml d'une solution incolore de peroxodisulfate de potassium à 0,1 mol par litre, puis 50 ml d'une solution incolore aussi d'iodure de potassium à 0,50 mol par litre. On agite pour homogénéiser la solution. Observation. La solution prend une coloration jaune qui évolue progressivement vers une coloration brune. Activité 1. Les couples intervenant lors de cette transformation sont I2 sur I- et S2O8 sur SO4 Question 1. Écris les demi-équations d'oxydoréduction correspondantes aux deux couples, puis déduis l'équation de la réaction. Bon, pour l'iodure, elle se transforme en I2 et le peroxodisulfate se transforme en ion sulfate. L'équation bilan, on l'obtient par addition des deux demi-équations. Et vu que le nombre d'électrons sur les deux demi-équations sont égaux, il suffit d'additionner les deux demi-équations. Deux, quelle espèce chimique teinte la solution? Seul le diode donne une teinte à la solution. Les autres substances sont incolores. Comment expliques-tu l'évolution de la coloration de la solution? L'évolution de la teinte indique une augmentation progressive de la concentration en diode et que la réaction est lente. Question 4 propose des méthodes physiques pour suivre l'évolution de cette réaction chimique. Le mélange réactionnel contient des ions, donc on peut suivre l'évolution par la mesure de la conductivité, mais elle contient aussi une espèce chimique colorée, donc on peut réaliser un dosage colorimétrique. Là, c'est une technique chimique et non physique. 1.2. Détermination de la composition instantanée des systèmes par titrage de diode. On suit l'évolution de la réaction précédente par dosage des molécules de diode formées. On déduit les concentrations des autres espèces en solution. Résultats expérimentaux. Donc voilà le tableau nous donne les concentrations de toutes les espèces présentes en solution. Activité. Question 1. Établir le tableau d'avancement de la réaction. Donc, l'équation bilan, on a vu comment on l'obtient par addition des deux demi-équations. Donc, le tableau nécessite les quantités de matière initiale des réactifs. Donc, on doit les calculer. Pour le peroxyde du sulfate, on avait la concentration et le volume. N est égal à CV, donc on la calcule, on trouve 5 millimoles. Pour l'ion iodure, la même chose, on avait la concentration et le volume.
Donc, par calcul, on obtient 25 millivolts. Donc, le tableau, comme d'habitude, l'équation, la quantité de matière, les états, l'avancement, etc. Donc, à l'état initial, on a les quantités de matière initiales qu'on vient de calculer. Pour les produits, ils sont nuls. À l'état intermédiaire, on retranche les quantités qui ont réagi et on note les quantités qui ont apparu. La même chose à l'état maximal, il suffit de remplacer x par x max. Question 2. Déduis une relation entre la quantité de matière de diode formée et l'avancement de la réaction. Donc la relation, d'après le tableau d'avancement, on constate que la quantité de matière de I2 à un instant t est égale à x. Donc on le revoit. Donc à un instant t, la quantité de matière de I2 est égale à x. Donc NI2 est égal à x. Question 3. Déduis une relation entre la concentration de diode formée et la concentration de diode formée, le volume de la solution et l'avancement de la réaction. Donc on sait que la concentration est égale à la quantité de matière sur le volume. Donc I2 est égal à x sur V, puisque NI2, on vient de le voir là, est égal à x, donc c'est x sur V, soit x est égal à la concentration en I2 fois le volume. Question 4. Déduis les expressions des concentrations des autres espèces en solution en fonction de la concentration de diode formée. Donc d'après le tableau, la quantité de matière de I- est égale à C' fois V' moins 2x. Donc on divise par le volume de la solution. Soit, comme x, on vient de le voir, est égal à la concentration I2 fois V, donc on remplace le x par concentration I2 fois V, et on réduit. Donc si on sépare, on aura C' fois V' sur V, moins 2 concentration I2V sur V, donc les V vont être réduits. Donc on obtient en fin de compte ça. De même pour le peroxyde de sulfate, la quantité de matière est égale à C secondes V secondes moins X. Donc la concentration divise par V. Et pour le l'ion sulfate, la même chose. Quantité de matière d'après le tableau est égale à 2X. On divise par V, donc on obtient 2I, concentration en I2. Question 5. Trace les courbes des concentrations en fonction des temps. Donc, j'ai pas assez de place pour tracer toutes les courbes. Donc, je vous donne ici l'échelle. Et c'est à vous de tracer les courbes. Question 6. Que peut-on conclure concernant la rapidité de l'évolution du système? La réaction dure plus de 60 minutes d'après le tableau, donc elle est lente. Donc on passe maintenant au titre de la leçon, la vitesse de réaction. Donc vitesse de réaction, on rappelle un peu la vitesse
en mécanique, en physique. Donc en général, la vitesse représente la variation d'une grandeur temporelle en fonction du temps. Une grandeur qui dépend du temps. Exemple, on a Vy est égal d de y sur dt. Donc on a vu dans d'autres leçons que le t indique la différence. Donc différence de y sur la différence de t. Donc ça nous donne la variation de la grandeur y en fonction du temps. En maths, le dy sur dt représente la dérivée de la fonction ou le coefficient directeur de la tangente. Donc on verra ça plus tard. L'essentiel c'est pour nous et pour cette leçon, cela représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe à la date t. Donc on reverra ça plus tard. De deux vitesses volumiques de réaction. Donc en chimie, la grandeur principale qui varie en fonction du temps, c'est l'avancement de la réaction. Par conséquent, on aura comme expression de la vitesse V égale dx sur dt. Comme l'avancement de réaction n'est pas directement mesurable, mais qu'on peut le mesurer indirectement, par exemple par la mesure de la concentration, ou autre chose, on a vu que la dilution diminue la vitesse et la concentration l'augmente, donc le volume de la solution a une influence sur la vitesse de la réaction, donc on va l'introduire dans l'expression de la vitesse. Donc si on prend comme variable la concentration de l'espèce A, la vitesse sera d de A sur dt. Mais ça va nous donner uniquement la vitesse de l'espèce A. Donc si on remplace la concentration par x sur v, on aura donc comme le volume est une constante, le volume de la solution ne varie pas, donc on peut le sortir. Donc je rappelle, le D indique là une variation. Le volume ne varie pas, donc on peut le sortir. Donc on aura comme expression de la vitesse 1 sur V dx sur dt. Bon, l'unité de la vitesse, on a le volume, l'avancement, le temps. Donc ce sera, l'avancement c'est en mol, le volume c'est en litres. On le trouve en bas, donc ça sera 1 litre moins 1. Et le temps c'est les secondes, donc elle est en bas, donc ça sera seconde moins 1. Donc l'unité est mol, litre moins 1, seconde moins 1. Bon, comment déterminer, puisque le x on ne peut pas le mesurer, on va se baser sur des graphes pour déterminer la valeur de la vitesse. Donc comment on détermine graphiquement la vitesse? Pour déterminer la vitesse de la réaction en un instant t, on commence par déterminer le coefficient directeur de la tangente à la courbe xt égale f de t en cet instant. Donc on trace la courbe x en fonction de t, on choisit l'instant où on cherche la valeur de la vitesse et on trace la tangente à la courbe. Donc, pour déterminer la valeur de V, on commence par déterminer la valeur des coefficients directeurs de la tangente, qui est dx sur dt. Donc, on prend deux dates, on cherche les avancements correspondants. Donc, T1 lui correspond x1 et T2 lui correspond x2. Donc,
le coefficient directeur de la tangente est x2 moins x1 sur t2 moins t1. Donc on a une droite, ça c'est son coefficient directeur. Exemple. Pour la réaction étudiée précédemment et d'après le tableau d'avancement, on a vu que Nt de I2, la quantité de matière de I2 est égale à Xt. Donc, concentration en I2 est égale à Xt sur V, soit X est égal à concentration de I2 fois V. Et par conséquent, l'expression de la vitesse sera V est égal à 1 sur V le volume, multiplié par d de x, c'est-à-dire en remplaçant, on aura d de I2 fois V sur dt. Donc on sort le volume. En fin de compte, on a comme expression de la vitesse V égale d de concentration I2 sur dt. Donc on a vu que la concentration de I2 peut être déterminée par dosage. Donc on peut calculer, on peut tracer la courbe et calculer la vitesse. Conclusion. Pour déterminer VTI, c'est-à-dire la vitesse en un instant TI, à partir de la courbe de la concentration d'une espèce B participant à la réaction, on commence par chercher une relation entre la concentration et l'avancement. On trace la courbe XT, donc on a déterminé une relation entre la concentration de P et X. Donc on peut tracer la courbe XT est égale F de T. On détermine le coefficient directeur de la tangente à la courbe à un instant donné. Donc la tangente et non la courbe. On détermine le coefficient directeur de la tangente à la courbe xt à la date indiquée. Et on calcule la vitesse en usant de la relation V est égal à 1 sur V, le volume de la solution, dx sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe. On a vu comment le déterminer. Donc, on peut calculer la vitesse. Autre facteur caractérisant la vitesse, c'est le temps de demi-réaction. Par définition, c'est quoi le temps de demi-réaction? C'est la date à laquelle la valeur de l'avancement de la réaction atteint la moitié de sa valeur finale. Donc c'est T est égal à T1 demi pour X est égal à X final sur 2. Pour déterminer graphiquement la valeur de T1 demi, temps de demi-réaction, on trace l'asymptote, donc on va voir ça plus tard. On trace l'asymptote à la courbe x égale f de t. On divise la distance origine asymptote en deux parts pour déterminer la valeur de x final sur 2. On projette cette valeur sur la courbe puis sur l'axe des abscisses pour avoir le T1 demi. Donc, courbe, asymptote. Donc, de là à là, on a x final. Donc, la moitié nous donne x final sur 2. On projette cette valeur sur la courbe, puis sur l'axe, et ça nous donne le T1 demi. Donc, quelle est l'importance de ce T1 demi? On le verra après. Utilisation de T1 demi.
La valeur de T1,5 permet de prévoir la date où la réaction cesse d'évoluer, c'est-à-dire la fin de la réaction. En général, c'est une dizaine ou quelques dizaines de T1,5. Donc T final peut être égal à 10 fois T1,5 ou 20 fois ou 30 fois, donc ça dépend des réactions. La valeur de T1,5 permet de choisir la méthode de suivi de la réaction. Elle doit avoir un temps de réponse inférieur à T1,5. Donc pour suivre la réaction, par exemple par dosage ou par conductométrie, etc., on doit choisir la technique idéale de sorte que la réaction prend plus de temps que le T1,5. Ainsi, on peut déterminer l'évolution de la réaction. 4. Interprétation microscopique des facteurs cinétiques. On rappelle que la réaction chimique nécessite le contact entre les espèces chimiques. Ces contacts au choc ne sont pas toujours efficaces. Donc, pour qu'il y ait réaction chimique, les substances chimiques doivent entrer en contact ou en choc. Mais ces chocs peuvent des fois être élastiques, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production. Mais des fois, elles sont efficaces et elles produisent une nouvelle espèce chimique. Rôle des concentrations. Plus les concentrations des réactifs sont grandes, plus la probabilité d'avoir un choc efficace augmente. Donc, plus la vitesse de la réaction augmente. Donc, concentration, c'est le nombre d'unités par volume, dans un volume. Donc, plus ce nombre augmente, plus il est probable, plus la probabilité que les espèces entrent en choc et produisent une substance nouvelle, des produits. Donc, plus la concentration est grande, plus la vitesse sera grande. Cas où l'un des réactifs est solide. Le facteur cinétique correspondant à un réactif solide est l'étendue de sa surface de contact avec les autres réactifs. Plus la surface de contact est grande, plus la vitesse de la réaction est grande. Donc, cas d'une lame, par exemple, d'une lame en cuivre ou d'une lame en fer dans une solution d'acide chlorhydrique. Plus la surface de la lame émergée dans la solution est grande, plus la probabilité d'avoir des réactions chimiques est grande. L'agitation des milieux réactionnels renouvelle la surface de contact, donc augmente la vitesse de la réaction. Donc des fois il y a des dépôts sur la surface des solides. Donc l'agitation permet d'enlever ce dépôt. Ainsi, la réaction a plus de chances d'avoir lieu. Influence de la température. La température est reliée à l'agitation interne des constituants des mélanges réactionnels. Une élévation de la température entraîne un accroissement de l'agitation, donc une augmentation de la probabilité de choc efficace. Par conséquent, une augmentation de la vitesse de la réaction. Donc, l'augmentation de la température est reliée ou liée à l'agitation interne. Plus il y a agitation, plus la probabilité que les substances entrent en choc augmente. Donc, plus la vitesse sera grande. Caractère aléatoire des chocs. Les chocs peuvent avoir lieu entre les produits de la réaction et cela entraîne la formation des réactifs, c'est-à-dire on a une réaction inverse dans le sens contraire. Au lieu de former des produits, on va former les réactifs. Donc c'est pas le but
des chimistes. Le but des chimistes, c'est la production d'espèces chimiques nouvelles à partir d'espèces chimiques disponibles. Mais la réaction inverse peut avoir lieu, et on verra ça lors de cours de chimie prochaine. Donc, fin de cours. Les exercices seront présentés dans une nouvelle ou prochaine vidéo.